Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné sous sa forme Extra Ball, notre petite sortie de route plus ou moins régulière qui nous permet notamment d'aborder des sorties du moment, comme par exemple si Beale Street pouvait parler, dont on va parler. Ça tombe bien, c'est bien fait de le dire. Wow. Ils s'en rencontrent en cours de route, c'est pas mal. Avec mes camarades Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial si Beale Street pouvait parler, c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Et si Beale Street pouvait parler, c'est signé par Barry Jenkins, donc le retour aux affaires du réalisateur de Moonlight, tout juste oscarisé l'année dernière. Qu'en avez-vous pensé, chers amis? Déjà, peut-être raconter... Non, c'était il y a 2 ans, Perrine, tout à fait, c'était il y a 2 ans. Tu fais bien de lever les yeux au ciel. Qu'en avez-vous pensé, chers amis? Déjà, peut-être racontez-moi, parce que moi je ne l'ai pas vu, racontez-moi de quoi ça parle. Alors en fait c'est l'adaptation d'un roman de James Baldwin. C'est un de ses derniers romans. James Baldwin, qui est une figure littéraire extrêmement célèbre aux États-Unis, il est un peu moins en France. Alors il a connu un retour de popularité voilà, récent, de notoriété plutôt, avec le documentaire de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, qui était adapté d'un texte qu'il avait écrit à l'époque. Des mouvements pour les droits civiques et qui mettait en perspective, donc c'était même un moment chaud du mouvement pour les droits civiques, parce que c'était juste après les assassinats de Luther King et Malcolm X, et donc cet auteur qui est donc qui était à la fois très engagé dans la lutte des Afro-Américains et aussi sur les questions des revendications LGBT, puisque lui-même était homosexuel, a fui les États-Unis en 1948 pour s'installer en France, à Paris. Et donc il est revenu, il a eu un regard aussi un peu extérieur sur le mouvement américain. Et puis il a passé après quasiment toute la fin de sa vie en France jusqu'à Saint-Paul-de-Vence, jusqu'à mourir à Saint-Paul-de-Vence. Pas mal. Et donc dans ses romans, il a écrit pas mal de pièces et de romans, et celui-ci raconte finalement une histoire assez simple, une histoire d'amour impossible qui est contrariée par une injustice. En fait, c'est deux jeunes gens, et le mec se retrouve emprisonné pour un crime, un viol qu'il n'a pas commis. Et le film va raconter à la fois comment se construit l'amour entre ces deux personnages séparés par les barreaux, et la quête de la famille et de la belle famille pour essayer d'innocenter, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc c'est un film qui repose sur un fond politique très riche et sur toutes les discriminations dont souffraient ou souffrent encore les Afro-Américains, mais qui est avant tout une histoire d'amour, et qui est avant tout traité comme tel. Donc c'est un film que moi je trouve vraiment très beau, très subtil aussi dans la manière dont c'est mis en scène. C'est vraiment dans la lignée esthétique de ce qu'il avait montré dans Moonlight, qui avait comme différence de reposer sur un script et une construction un peu plus élaborée, parce que ça se passait sur 3 époques différentes et sur l'évolution d'un personnage. Là, on est vraiment même si le film s'étend sur une période de temps assez large, on est sur une histoire finalement assez simple, mais qui est mise en scène et aussi sublimée par le montage de manière très intéressante. Il y a une influence pour moi qui me paraît évidente sur son cinéma, et encore plus sur ce film-là, c'est Wong Kar-wai. Ça se ressent vraiment sur des séquences, notamment des séquences musicales, et sur la manière dont il utilise à la fois la musique, le montage et une narration en voix off, parfois pour suggérer des moments où ce qu'ils ressentent les personnages.
Et l'ensemble, moi, fonctionne très bien. Enfin, je trouve que c'est extrêmement beau, que on se retrouve très vite emporté en fait par ce que vivent les personnages, et que autant le sujet de l'amour impossible est un très grand classique du cinéma. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Le fait que l'embûche soit l'injustice crée un rapport émotionnel encore plus puissant. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment désemparé face à ce truc qui semble irréconciliable entre les deux personnages. Perrine ? Je suis tout à fait d'accord sur le... Je vois que tu abondes. Oui, j'abonde complètement, parce que je suis d'accord sur Wong Kar-wai, on y pense forcément, et aussi par rapport à la lumière. C'est-à-dire que, déjà dans Moonlight, c'était Barry Jenkins. D'ailleurs, c'est assez amusant de certaine façon de voir qu'il sort son film. Le film est sorti en 2018 aux États-Unis, comme First Man, et c'était les deux films qui avaient été primés. Il y avait eu ce fameux Micmac aux Oscars. Oui, les deux cinéastes. Ouais, les deux cinéastes, voilà, et on sort un nouveau film tous les deux la même année. C'est assez amusant qu'ils se retrouvent encore une fois face à face. Enfin, ils vont pas être face à face. Je sais pas si. Et justement, les deux ont été plus ou moins snobés en fait. Oui, ils ont été un peu tous les deux snobés aux Oscars. Ouais. Et enfin bon, mais il y a une petite rencontre de calendrier assez amusante. Mais sortie de ça, je suis d'accord sur le lien avec Wong Kar-wai, parce que voilà, Moonlight avec ses couleurs très fortes, il y avait du vert, du bleu, du violet comme ça qui ressortait très fortement. Là encore une fois, on a des lumières, un espèce de vert sapin, un rouge comme ça qui viennent traverser le film, un ocre qui viennent donner des couleurs au film, et cette manière d'illuminer la peau de ces personnages, c'est absolument sublime. Ils sont magnifiés en permanence, ce qui fait que en plus de cette histoire ce que disait David, c'est vrai, cette histoire qui nous touche de base, la manière dont ils sont mis en valeur, ces personnages, on est d'autant plus attiré par eux, attiré par leur souffrance, et je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que c'était plus élaboré dans Moonlight. Je trouve qu'en fait, en soi, la construction narrative est très élaborée là aussi. Là où la structure, le récit en lui-même est assez classique, enfin il y a pas de surprise démentielle dans le film. Justement, il joue beaucoup avec les accélérations et les ralentis. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va passer dans une séquence qui va être narrée par le personnage de Tish, qui est cette jeune femme donc enceinte. On l'apprend dès la première scène. Elle est enceinte de ce jeune homme qui est derrière les barreaux. Et donc c'est elle qui va raconter l'histoire. Et d'un seul coup, donc là on avance dans l'histoire à chaque fois, on avance sur les péripéties. Et d'un seul coup, il va choisir de faire une pause sur une scène en particulier. Ça va être l'annonce de la grossesse à la belle famille. Ça va être l'annonce, ça va être la rencontre avec un vieil ami quand ils commencent un petit peu leur vie à deux d'une certaine façon. La rencontre avec un ami qui lui-même a subi une injustice. À cause de sa couleur de peau, en fait, qui lui-même a été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, et qui a subi l'horreur de la prison, l'horreur de la peur. Surtout, c'est ça qui est très fort, c'est qu'on sent la peur permanente chez ces personnages. Le livre a été écrit en 74, et le récit se passe dans les années 70, clairement. Oui. Mais il y a une modernité dans ce qu'il raconte en permanence. Barry Jenkins qui se soit pas du tout sur ses lauriers. Enfin, on sent vraiment qu'il a réfléchi encore une fois à comment aborder une nouvelle narration, tout en créant un style, son style à lui, qui est à l'opposé, par exemple, d'un autre réalisateur qui pourrait être sur les questions raciales, qui serait Spike Lee. On n'est pas du tout dans une énergie colère de Spike Lee. On est plutôt dans une pause, le temps d'un regard, le temps de prendre le temps et la conscience de ce qui se passe, en fait. Et par un récit et des personnages qu'on aime beaucoup. Moi, je trouve que la fille Tish est un petit peu, elle est magnifique, cette jeune fille, mais elle est un petit peu trop dans la pose pour le coup. Elle me met moins d'émotion que le jeune homme qui s'appelle Fonny, je crois, dans le film. Lui est très émouvant. La mère est particulièrement émouvante. D'ailleurs, Regina King est nommée un petit peu partout parce qu'il faut dire qu'elle a quelque chose d'assez puissant. Mais justement, lui, il prend le temps par la douceur et par presque une sorte de pédagogie, j'ai envie de dire, de nous expliquer, regardez bien comment les événements se mettent en place, regardez bien comment, en fait, tout ça, c'est structurel, comment cette injustice elle est structurelle, et à quel point c'est pas juste, parce que ce sont avant toute chose deux jeunes gens qui s'aiment. Il y a quelques petits moments, ils vont visiter un loft qui potentiellement aurait pu devenir leur appart. C'est Dave Franco d'ailleurs qui leur fait visiter cet appartement, qui joue un promoteur juif et qui leur dit non mais moi votre couleur de, parce qu'ils ont des difficultés à trouver, et dis-moi votre couleur de peau, je m'en fous, c'est des jeunes, moi je vois deux jeunes gens amoureux, il y a que ça qui m'intéresse.
Et en fait, je crois que c'est à peu près tout sympa, des Franco. Et des sympas, des Franco. Mais je crois que c'est à peu près tout l'intérêt du film, en fait. C'est de dire à un moment donné, je suis pas en train de vous faire un cours sur la question raciale. Je suis pas un film qui est en train de m'énerver, ce qui serait tout à fait justifié de s'énerver, plus que ça même d'ailleurs. Mais plutôt en train de dire, regardez absolument l'injustice et l'illogisme de tout ça et l'horreur de tout ça. Et je trouve que il arrive à atteindre des cordes, mais encore une fois, sans une espèce de manichéisme un peu débile non plus, parce que on sent bien aussi au sein des familles la puissance de la religion qui peut être problématique. Il y a beaucoup de thématiques qui ne s'épargnent pas. Mais c'est d'abord l'histoire de deux personnes qui s'aiment. Et c'est vrai qu'il y a quand même des personnages secondaires qui débarquent un peu chelous. C'est assez étonnant de voir Dave Franco, de voir Pedro Pascal, de voir, je sais même plus qui d'autre, Ed Skrein, qui décidément fait toujours des méchants, ou Diego Luna, qui ont des scènes de à peu près 27 secondes et demie. C'est assez étonnant de voir des personnes qu'on identifie très très bien, là où les acteurs afro-américains sont peut-être un peu moins identifiés, à part Regina King peut-être. Oui. Aussi cet acteur, bien sûr, j'arrive plus à retrouver son nom, qui est extraordinaire, qui était dans Widows. Stephen James. Non, Barry. Non. Bien sûr, j'ai plus son nom, mais Barry, qui était dans Widows, qui faisait le mec qui se présentait à l'élection de la mairie face à Colin Farrell. Enfin voilà, on a des acteurs comme ça qui sont très très forts, très très puissants, et je suis pas sûre qu'il aurait dû s'embarrasser d'avoir des acteurs très très connus à côté. Ils n'apportent rien au récit, mais par contre, je pense que Barry Jenkins a définitivement trouvé son style, a créé un style aussi. Visuellement, c'est tellement beau. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais c'est tellement beau à regarder. C'est une peinture en permanence, et lui, il prend le temps de faire des pauses, il prend le temps de voir ses personnages respirer. C'est assez grandiose. Et oui, je complète ce que tu disais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le cinéma afro-américain en particulier cette année, a montré une très grande diversité. C'est-à-dire qu'on a des films comme Black Panther, comme Black Landsman. On a parlé de Widows, de Sorry to Bother You, de Boots Riley, et ce film-là qui, en fait, chacun développe une singularité intéressante, et le film de Barry Jenkins, justement, en fait, de fait, traite des problématiques raciales parce qu'il ne peut pas y couper, parce que on est dans cet univers, etc. Mais moi, je dirais que c'est pas vraiment le sujet du film. C'est le background du film. Oui, voilà, c'est plus la toile de fond. C'est la toile de fond, et du coup, on n'est pas dans un cinéma revendicatif, mais plus dans une forme de témoignage de quelque chose. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait, et qui suit d'une certaine manière au niveau hollywoodien, et de manière très très faciale, très visuelle, ce qui a suivi les mouvements Oscar So White, etc. Le fait de voir différents cinéastes afro-américains percer et avoir les moyens de réaliser des films, c'est aussi la possibilité de tracer des sillons différents, et en fait qui en soi vont pas tous être l'idée, c'est pas d'être des héritiers de Spike Lee ou de développer un certain aspect du cinéma, mais au contraire de montrer une vraie diversité, et ça devient intéressant dans le film, qui raconte une histoire d'amour sur certaines scènes, par exemple de quotidien. Tu parlais de la rencontre entre la famille et la belle famille, pour l'annonce, en fait, du fait que la jeune fille est enceinte. Et en fait, cette scène qui d'un point de vue rythmique, est hyper intéressante, parce que d'un coup le temps se dilate, devient passe en temps réel, alors qu'il y a plein de séquences beaucoup plus diffuses. Cette scène, en fait, raconte finalement quelque chose qu'on a assez peu vu au cinéma, juste parce que c'est aussi une manière de montrer comment fonctionnent des familles afro-américaines, et
qu'est-ce qu'elles ont aussi de différent des modèles qui nous sont montrés très très souvent au cinéma. Et voilà, en cela, ça serait peut-être un héritier plus de Charles Burnett, qui est un cinéaste afro-américain qui lui a été un peu enfoui par l'histoire. Et c'est vraiment un film que je recommande et qui défend sa propre singularité. Et justement, cette singularité, vous pouvez la découvrir en salle, c'est encore mieux. Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins, donc à voir au cinéma. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Solène, à la technique. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.